Bonjour à tous. Vous avez bien compris, on va vous parler de parseur. Déjà, merci Adil de m'accueillir pour ce sujet-là. Rapidement, je vais me présenter. Donc, je m'appelle Benoît Lemoine, comme on l'a déjà dit. Je suis développeur chez BuzzBud. Donc, on est une compagnie qui vend des tickets de bus intercity, interville. Peu importe, en gros, entre villes, c'est pas les tickets de bus de la STM. Je suis aussi co-organisateur du Montréal TypeScript Meetup. J'en parle parce que nous sommes toujours à la recherche de nouveaux speakers ou de nouveaux hosts ou même de nouveaux participants. Donc, si vous voulez partager des choses avec la communauté TypeScript à Montréal, venez me parler. Je serai enchanté d'en discuter avec vous. Et accessoirement, j'ai aussi un blog sur Medium que j'ai pas mis à jour depuis 2 ans et un compte Twitter sur lequel je tweete rien. Donc, mais sachez que ça existe. Si vous voulez me contacter, ça peut être une solution. Bon, on va revenir au parseur parce que c'est quand même le sujet d'aujourd'hui. Pour vous mettre dans le contexte, moi, c'est des choses que j'ai utilisées plusieurs fois dans ma carrière et le cas d'utilisation que je décris là, c'est typiquement un truc qui est arrivé au moins 2 fois sur deux projets différents dans 2 compagnies différentes. Donc, l'idée, c'est votre PO arrive, sur votre page, vous avez un joli tableau là, comme ça, avec des chiffres, et votre PO vous dit ah, je veux que mes utilisateurs écrivent des formules à la Excel directement dans la page web. Et ça fait un calcul. Donc là, typiquement, on écrit somme de la TPS, et puis ça fait la somme, 2 plus 0 plus 5, ça fait 7. Voilà. C'est un truc, comme je dis, ça m'est arrivé au moins 2 fois. Et il y a un truc qui a pas mal changé depuis la dernière fois que j'ai donné cette présentation dans le monde du développement, c'est que ChatGPT est apparu. Et on peut se poser la question, mais au fond, qu'on se fout des parseurs, tout ça, ça sert à rien. On peut juste faire du ChatGPT. Et en effet, c'est un prompt écrit très rapidement, ça, hein, mais vous voyez, je représente les données telles qu'elles sont classiquement renvoyées quand on fait de la donnée, enfin de l'affichage de données, donc avec des headers et les données directement en ligne. Je lui explique même pas ce que ça veut dire somme ou dollar ou whatever. J'écris ça et effectivement, il me renvoie le résultat. C'est nice. Donc, la présentation est finie, on n'a pas besoin d'aller plus loin. Merci. En fait, la question, c'est est-ce que ça fonctionne vraiment? Et vous voyez, si je mets des chiffres un peu plus grands ici, et c'est des chiffres qui sont inférieurs à la taille d'un integer sur 32 bits. Donc, on est toujours dans des trucs que typiquement Java va gérer ou JavaScript va gérer. Ou la plupart des langages vont gérer correctement. ChatGPT va aussi vous donner une réponse. Le problème, c'est que cette réponse, elle est fausse. Et c'est là où, en fait, on commence à se poser la question de est-ce que ChatGPT est vraiment fait pour ce type de cas d'utilisation? Et pour comprendre pourquoi la réponse que je vais apporter, c'est non, ce n'est pas fait pour, et pourquoi vous avez besoin d'un parseur, en fait, il va falloir faire la différence entre ce qui est le langage naturel, l'outil que je suis en train d'utiliser pour communiquer avec vous, le français, le langage naturel, et ce qui est un langage formel. Alors, la définition précise d'un langage formel, c'est très mathématique, c'est très complexe, donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais pour essayer de se donner une intuition, c'est un langage avec des règles de grammaire fixes et dans lequel il n'y a pas d'ambiguïté. Je mets des petites astérix. Les spécialistes du domaine ne seront pas d'accord avec moi, mais ce n'est pas grave, c'est pour rester simple. Et l'idée, c'est qu'un outil comme ChatGPT, en fait, ça transforme du langage naturel. Vous écrivez quelque chose dans une langue courante en langage naturel. L'output de ChatGPT, évidemment, là, je lui ai dit de donner aucune explication, donc ça se voit moins. Mais si vous mettez pas ça, il va vous écrire toute une tartine de texte en langage naturel pour vous expliquer pourquoi il a trouvé le résultat. Donc, ChatGPT, c'est très bien quand vous voulez écrire du langage naturel et obtenir du langage naturel en sortie. Si vous écrivez du langage formel dans ChatGPT, il va quand même vous donner du langage naturel. ChatGPT n'est pas un interpréteur de code. Si vous écrivez du JavaScript ou du Python, typiquement, il va pouvoir vous donner une réponse, mais de temps en temps, ça sera faux. Et c'est exactement ce que je montre ici. C'est que là, j'ai essayé de faire du langage formel en lui donnant ça. Il y a une définition précise en termes de langage de ce que c'est et des données, et il me donne un résultat qui est complètement faux. Et donc, quand vous voulez transformer un langage formel, typiquement une expression à la Excel, en un autre langage formel, c'est-à-dire ou quelque chose interprétable par un langage de programmation, ou de l'arithmétique, ou des chiffres, vous imaginez ce que ça peut être, c'est dans ce cas-là qu'on a besoin d'un parseur. Et pour l'anecdote, moi, c'est un truc que j'aime bien dire parce que ça me met en confiance sur le fait que je ne vais pas perdre mon emploi demain à cause de ChatGPT. C'est que de mon point de vue, en fait, l'outil qui sert à transformer du langage naturel en langage formel, en fait, c'est le développeur.
C'est la personne qui prend ce que le PO dit, qui n'est pas clair, qui est pleine d'ambiguïté, et qui va coder des règles précises en interprétant parfois, ou en tout cas en demandant des précisions. Et ça, ChatGPT n'est pas encore tout à fait capable de le faire. Peut-être que ça changera. Donc, je vous ai donné un cas d'exemple, le cas d'exemple classique que j'ai vécu. Il y a d'autres cas d'usage pour les parseurs. Je vous en donne quelques-uns. Typiquement, vous voulez supporter un sur- ou sous-ensemble d'un langage existant. Cas classique que j'ai déjà vu, c'est JSON par défaut, il n'y a pas de commentaires. Ça serait quand même bien de pouvoir écrire des commentaires. Bah, vous pouvez écrire un parseur pour ce cas d'utilisation. Il y a plein de langages qui en ont déjà d'ailleurs. Vous avez une interface utilisateur, donc là c'est vraiment au sens large d'interface utilisateur qui permettent de saisir des commandes. Typiquement, vous écrivez un chatbot. Votre chatbot, ça prend du langage naturel en entrée, ça va output du langage naturel, donc c'est du ChatGPT. Mais pour les commandes d'utilisateurs, là c'est intéressant d'avoir un parseur parce que sinon vous avez une chance, une probabilité qu'en fait ChatGPT ou Palm ou whatever autre technologie de ce type-là fasse n'importe quoi. Et parfois c'est acceptable. Parfois, ça n'est pas du tout. Si, par exemple, vous avez un chatbot qui permet de faire des demandes de remboursement, dès que ça manipule de l'argent, vous ne voulez pas que ça réussisse dans 97% des cas. Vous voulez que ça réussisse dans 100% des cas. Et donc, vous avez besoin de langage formel et d'un parseur. Ça peut être aussi, par exemple, de la simplification de fichiers de configuration. Personne ne sait réellement écrire une cron tab de tête. En tout cas, je ne connais personne qui est capable de le faire. Et l'écrire en toutes lettres, ça peut simplifier les choses. Et puis, évidemment, vous avez le cas d'utilisation, on va dire, idéal du parseur, c'est vous voulez créer votre propre langage de programmation ou votre propre DSL, Domain Specific Language. Il y a plein d'exemples là-dessus, mais vous avez une application qui manipule de la donnée, bah, vous pouvez vouloir écrire un parseur de SQL. C'est un cas intéressant plutôt que de devoir manipuler vos données dans je ne sais quelle technologie, mais SQL, tout le monde connaît. Pareil, Markdown, c'est une technologie très connue. Vous pouvez vouloir écrire un parseur de Markdown en rajoutant quelques features dedans. Et dans ce cas-là, vous allez pouvoir faire plus de choses avec. Et je donne l'exemple de CoffeeScript parce que c'est un truc que plus personne ne connaît probablement. Mais c'était un bon exemple de quelqu'un qui s'est dit je vais faire mon propre langage de programmation. Et, voilà. Et il y a plein d'autres exemples. L'idée, c'est juste qu'il faut que ça soit du langage formel. Bon, donc, si on revient un peu en arrière, un peu plus dans le détail, un parseur, c'est essentiellement une fonction qui prend… Ici, j'écris que ça prend une string. Ce n'est pas tout à fait vrai. Dans certains cas, vous pouvez prendre un string de bytes. Ce qui est important, c'est que vous prenez des caractères, en fait, en entrée. Et ça renvoie ce qu'on appelle un arbre syntaxique concret. Alors, ça, c'est probablement un terme que vous n'avez pas trop l'habitude d'entendre. Vous entendrez plutôt parler d'AST, je vais en parler juste après. L'arbre syntaxique concret, c'est la représentation d'une expression sous forme d'arbre. Mais ce qui est important, c'est que c'est vraiment la représentation exacte de ce que vous avez pris en entrée. C'est-à-dire que si vous avez l'arbre syntaxique concret, vous pouvez retrouver l'expression originale. Donc là, je donne un exemple un peu simpliste qui est juste, on sait que si 1 plus 2 fois 3, bah, c'est la combinaison d'un nombre 1 additionné à une autre expression qui est la multiplication d'un nombre, d'un opérateur. Et, voilà. Mais on entend plus souvent parler d'arbre syntaxique abstrait, AST. Ça a une version abstraite de ce qu'on a vu précédemment, qui représente que les parties signifiantes. Donc, avec la même expression, en fait, vous remarquerez que 1 plus 2 fois 3, on a enlevé tous les détails, qu'est-ce qui est un nombre, qu'est-ce qui est un opérateur, etc. Tout ce qu'on dit, c'est que c'est l'addition de 1 à la multiplication de 2 par 3. Voilà, on dit que ça. Le problème, c'est qu'avec ça, en fait, on n'est plus capable de retrouver l'expression originale. Parce qu'en réalité, quand vous avez un AST, vous pouvez avoir plusieurs expressions originales et plusieurs arbres concrets qui correspondent. Donc, évidemment, si je vous dis que la multiplication de 2 par 3, vous allez avoir envie de l'écrire comme ça. Mais en fait, dans certains langages, Lisp, ça va être écrit comme ça, par exemple. On commence par l'opérateur. Et c'est le même AST. Hein. Derrière, ça veut dire la même chose. C'est juste écrit d'une façon différente. On voit aussi parfois cette notation. Ceux qui ont eu des calculatrices HP il y a bien longtemps, elles utilisent cette notation-là pour faire des multiplications, des additions. Et en fait, on peut même l'envisager comme ça. C'est le même AST. Même chose abstraite correspond à plusieurs façons différentes de l'écrire. On peut en imaginer autant qu'on veut. Dernier point, un parseur, ce n'est pas un outil pour valider la sémantique, le sens
de ce qu'on écrit. C'est un outil qui est là pour valider que ce que vous écrivez respecte des règles de grammaire. Par exemple, ce que j'ai écrit ici, c'est faux. C'est évident. 23, ce n'est pas un booléen. Il n'y a aucun doute. Mais ce n'est pas le rôle du parseur de valider ça. Le rôle du parseur, c'est de dire que ici, j'ai une déclaration d'une variable qui est un booléen et auquel on affecte 23. La validation, c'est une autre étape. Donc, je n'en parle pas aujourd'hui, ce n'est pas le sujet. Bon, une fois qu'on a dit tout ça, vous avez un cas d'utilisation, vous avez une bonne idée, ou votre PO vous l'impose, etc. Comment on implémente un parseur? Pour implémenter un parseur, il va falloir choisir la technologie. Et en fait, les premières idées que vous pourriez avoir, utiliser ChatGPT, on en a déjà parlé, ce n'est pas forcément la meilleure idée du monde. En tout cas, il y a plein de cas où ça ne va pas fonctionner, donc il ne vaut mieux pas aller vers là. Mais il y a aussi, on pourrait aussi se dire, tiens, je peux utiliser eval. Typiquement, ça existe en JavaScript, en Python. Vous passez directement un bout de code sous forme de chaîne de caractères dans eval, vous appuyez sur entrée, c'est elle l'exécute. Alors, ça fonctionne, c'est sûr. Par contre, bon, ça implique que votre langage, c'est essentiellement ou du JavaScript, ou du Python, ou du Scala. Vous n'avez pas le choix. C'est ça, c'est cette syntaxe, c'est cette grammaire, c'est comme ça. Et puis, il y a un gros problème de sécurité, c'est-à-dire que votre utilisateur peut faire tout ce qu'on peut faire dans ce langage. Donc, typiquement, si votre Python il est exécuté côté serveur, ce qui est fort probablement le cas d'ailleurs, donc je ne vois pas comment on fait dans le client, mais je pensais à JavaScript. Mais si votre Python est exécuté dans le serveur, votre utilisateur peut exécuter des commandes pour lister les fichiers sur le disque et des trucs comme ça. Donc, en termes de sécurité, c'est horrible d'utiliser eval. Et puis, bon, c'est ce que je disais, vous êtes très limité dans les grammaires disponibles. Il y a des cas d'utilisation intéressants. Je peux vous citer par exemple Gatling, qui est un outil de performance qui est écrit en Scala. Et ça a été volontairement fait comme ça, parce que bien que ça soit un DSL, c'est-à-dire si vous ne connaissez pas Scala, vous pouvez quand même comprendre ce qui se passe. Oui, j'appelle telle page 300 fois avec 12 utilisateurs. Mais comme c'est du Scala, c'est fait exprès pour qu'on puisse aller customiser très facilement ce que l'outil de performance fait. Donc, il y a des cas d'utilisation, mais il faut y réfléchir à 2 fois avant d'aller dans cette direction. Donc, une fois qu'on a dit ça, il faut choisir notre outil, vrai outil, pour faire du parsing. Et pour comprendre ça, il existe plusieurs catégories de langage. Donc, c'est ce qu'on appelle la hiérarchie des langages de Chomsky. Il y en a 4. Régulier, je ne vais plus trouver le terme en français de context free. On va en parler juste après. Sensible au contexte et récursivement énumérable. Bon, terme très abstrait. En pratique, de quoi on parle? Un langage régulier, ça peut être par exemple comment former un nombre. C'est quelque chose qui n'est pas récursif, jamais. Donc, comment on forme un nombre? C'est des chiffres, puis un point, puis des chiffres. Voilà, il y a un peu plus de règles que ça, mais voilà, vous avez un langage régulier. Ça peut être arbitrairement grand, donc ce n'est pas une question que c'est fini. Un nombre peut être aussi grand qu'on veut, mais ça n'est pas récursif. Il n'y a pas un point, un chiffre, un nombre décimal dans un autre nombre. Une grammaire non contextuelle, elle peut être récursive. Typiquement, c'est l'arithmétique. En arithmétique, vous pouvez avoir une expression avec des parenthèses, dans une expression avec des parenthèses, dans une expression avec des parenthèses. Par contre, le sens vous pouvez toujours extraire une expression et elle fait du sens par elle-même et c'est toujours le même sens. Si je sors 1 plus 2, c'est 1 plus 2. Ça fait du sens. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en contextuel, ça, c'est du C. En C, ça peut être soit la multiplication d'une variable t par x, soit la déclaration d'une variable x qui est un pointeur vers le type t. Et pour savoir ce que c'est, il faut savoir ce qui a été parsé avant. Donc, vous ne pouvez pas juste extraire ça et le parser. Ce n'est pas possible. Vous avez besoin de savoir ce qui a été fait avant. Évidemment, là, on est dans un ordre de complexité croissant. Plus vous allez vers régulier, plus c'est simple. Plus vous allez vers contextuel, moins c'est simple. Et le dernier récursivement énumérable, en fait, c'est essentiellement tous les langages du monde dès le moment où il y a une grammaire. Donc là, c'est essentiellement impossible à parser. Voilà. Pour faire simple, ne faites pas des langages récursivement énumérables. Si vous créez votre propre langage pour pouvoir le parser derrière, quelques conseils, soyez simple, soyez vraiment simple, parce que en fait, ce que vous allez voir dans la suite de cette présentation, c'est que faire du parsing, c'est complexe. Et donc, ne vous tirez pas une balle dans le pied dès le départ. Essayez d'être le plus simple possible. Ne faites pas d'espace sémantique. Alors, certains d'entre vous aiment peut-être Python, vous avez le droit, ou YAML, mais sachez que ça rend les choses complexes. Parce que immédiatement, le nombre d'espaces qui est avant ce que vous allez parser change le sens de ce que vous allez parser. Donc, en fait, vous êtes immédiatement dans du contextuel. Vous n'avez pas le choix, vous y êtes. Et ça rend les choses très compliquées et souvent, il n'y en a pas besoin.
Et pareil, pour se simplifier la vie, ayez des marqueurs de début et de fin. Et ça va avec les espaces sémantiques. En espace sémantique, vous n'avez pas de marqueur de fin. En fait, c'est juste le nombre d'espaces. Marqueur de début et de fin, c'est typiquement quand vous écrivez un if, ouvrez l'accolade et fermez l'accolade. Ne supportez pas des langages où il n'y a pas d'ouverture et de fermeture. Vous pouvez le faire, ça existe. Ça rend juste les choses très complexes. Bon, imaginons, vous avez un langage régulier à parser. Alors, je vais donner un exemple. Oui, alors, l'exemple, c'est les codes postaux au Canada. Et comment on fait ça? On utilise des expressions régulières, hein, tout bêtement. Vous remarquerez qu'il y a un lien entre langage régulier et expression régulière. C'est le même mot, c'est normal, c'est fait pour. Et les codes postaux au Canada, comment ils sont formés? Ils sont formés de une lettre, un chiffre, une lettre, un chiffre, une lettre, un chiffre. Donc, là, si vous en avez besoin pour Noël, c'est le code postal du Père Noël. Ça peut vous être utile. Si vous voulez parser ça avec une regexp, vous pouvez dire que c'est simple. Mais en fait, même un cas aussi simple que ça, la regexp, elle ressemble à ça. C'est pas si compliqué, hein, pour être honnête. Mais c'est juste pour dire que les regexp, en fait, c'est vite très compliqué. Et donc, même dans le cadre d'un langage régulier, en fait, il faut se poser la question de si ma regexp fait 5 lignes, peut-être qu'il est temps que j'utilise un autre outil, même si mon langage est régulier. Je vais vous donner un exemple après. Mais juste, pour un truc qui est important de se rappeler, c'est que si vous avez un langage non contextuel, au hasard le HTML, vous ne devez jamais essayer de le parser avec du HTML. Et si vous ne connaissez pas ce truc-là, tapez Zalgo de Pony sur Google. C'est une réponse très connue sur Stack Overflow où c'est quelqu'un qui demande comment parser du HTML avec une regexp. Et la réponse est très amusante, mais la conclusion, c'est ne le faites pas. Parce que ça ne marche pas, ça n'est pas possible. Les regexp, c'est du langage régulier. Vous ne pouvez pas parser un langage non contextuel avec. Donc, vous avez un langage non contextuel ou une regexp qui est trop compliquée, un langage régulier trop compliqué. Comment on fait pour parser ça? Bon, plusieurs solutions, on va les voir. Mais d'abord, quels sont les points d'intention à avoir? La performance. Ici, quand on parle de performance, le problème, c'est que souvent, les gens, c'est vrai pour les parseurs, c'est vrai pour tout, en fait. Les gens obsèdent sur la performance. Mais en fait, dans la majorité des cas, on s'en fout. Si c'est parser une fonction, comme je vous ai montré avant, à la Excel dans votre front, en fait, que ça prenne 1 milliseconde ou 2 millisecondes, l'utilisateur, il s'en fout, il ne voit pas la différence. Donc, c'est une question que si vous avez des problématiques du type « je vais parser 1000 fichiers qui font chacun 5000 lignes », là, vous avez des problèmes de performance. Là, vous devez vous poser la question. La gestion des erreurs aussi. Vous remarquerez, quand vous avez travaillé, je suppose, tous avec des langages de programmation, que certains langages de programmation, l'erreur, ça va être « il y a une erreur », point. Ça s'arrête là. C'est assez contrariant parce que ça veut dire que vous êtes obligé de relire tout le fichier, vous ne savez pas où c'est, etc. Ne faites pas la même chose. Essayez d'utiliser un outil qui dit exactement où est l'erreur, voire qu'est-ce qui est attendu. Si vous voulez un exemple, le parseur de Rust est très, très bon là-dessus. On en a parlé au début, les CST, les AST. La théorie, c'est qu'un parseur, ça transforme vers un CST. En pratique, souvent, on est plus dans un espèce de flou artistique entre le CST et l'AST. Posez-vous la question, parce que si vous êtes trop proche du CST, ça veut dire que de toute façon, vous allez devoir faire une deuxième étape de transformation. Donc, peut-être que ça vaut le coup d'aller directement sur un truc qui le fait en AST. La facilité d'utilisation, c'est pareil, hein, je vais vous montrer un outil après, vous allez comprendre pourquoi la facilité d'utilisation, c'est important. C'est juste, quand vous allez utiliser votre parseur, il ne faut pas que vous passiez 3 heures juste à l'exécuter ou à coder une nouvelle règle. Et le plus important pour moi, c'est la maintenabilité. Mon expérience, j'avais codé, je dirais, 3 ou 4 parseurs sur différents projets, différentes missions. Donc, 2 fois des règles à la Excel et 2 fois d'autres trucs. Et à chaque fois, en fait, le problème, c'est revenir 6 mois plus tard dans le parseur et comprendre ce qu'il fait. Et donc, ça, c'est un point d'attention. C'est vraiment, ça doit être votre obsession. Si vous en codez un, il faut que ça soit maintenable. Et je vais vous donner un exemple qui est un cas réel d'utilisation aussi, un langage à balise. J'avais un cas où ce que je recevais, c'était ça. C'était crochet ouvrant, le nom d'un langage, crochet fermant, un texte dans ce langage, crochet ouvrant, slash, le même langage, etc. Et plusieurs langages les uns à la suite des autres. C'est du langage régulier, ça ne peut pas être récursif. Je ne peux pas avoir une balise FR dans une balise EN. C'est régulier. Et en fait, parser ça avec une regexp, on rentre tout de suite dans des trucs qui sont super compliqués. En fait. Donc, on a décidé de le faire autrement. Et ce qu'on veut en sortie, c'est ça. Vous remarquerez que ce qu'on veut en sortie, ce n'est pas EN, le texte en anglais, FR, le texte en français. Pourquoi? Parce que si je vérifie l'équilibrage des balises au moment du parsing,
mon langage devient contextuel, mon langage devient difficile. Parce que ça veut dire que quand je parse ça, j'ai besoin de savoir qu'est-ce que j'ai parsé là pour savoir qu'est-ce que je fais. Et ça, on ne le veut pas. On va le faire dans une deuxième étape. Donc, on est un peu moins performant, peut-être, mais on se simplifie beaucoup, beaucoup la tâche, en fait, en vérifiant l'équilibrage par la suite. Donc, comment on peut faire? On peut parser ça manuellement. Vous écrivez à la main, hein, je veux dire, il y a plein de docs sur le net pour expliquer. Le gros avantage, c'est que c'est les meilleures performances. Comme j'ai dit précédemment, bon, les performances, parfois on s'en fout, souvent on s'en fout en fait. Donc, ce n'est pas très important, mais c'est sûr que c'est là que vous allez avoir les meilleures performances. Par contre, vous allez devoir vous investir à fond pour avoir les meilleures performances. Parce que si vous écrivez un parseur naïf, vous n'allez pas avoir de bonnes performances et vous n'allez pas non plus avoir une bonne maintenabilité. Je parle de la portabilité, c'est pareil, votre parseur, vous allez l'écrire dans un langage, vous l'écrivez en PHP, vous ne pouvez plus utiliser votre truc dans le browser. Vous l'écrivez en JavaScript, vous ne pouvez plus l'utiliser en PHP, par exemple. Donc, vous avez le devoir d'écrire autant de parseurs que vous avez de langage de programmation. Ça peut ne pas être génial. Et pour la maintenabilité, ce qui est intéressant, c'est que comme c'est du manuel et du custom, forcément, même si vous faites l'effort, même si vous investissez à fond, ça reste le moins maintenable parce que ça veut dire que si vous prenez quelqu'un qui connaît bien les parseurs, vous le prenez sur votre projet, il est obligé de tout réapprendre. Il ne peut pas s'appuyer sur ce qu'il connaît déjà. Et des bons exemples de cas de parseurs manuels, le parseur de C de Silang, le parseur de Java, de JavaC. En fait, les parseurs de gros langages de programmation sont souvent écrits manuellement pour des raisons de performance. Parce que eux, ils ont besoin de parser des milliers de fichiers avec des milliers de lignes et d'être rapides. Maintenant, si on veut faire un truc un peu plus user-friendly ou developer-friendly, si on veut, c'est les parseurs combinateurs. Donc, l'idée, c'est juste de dire qu'un combinateur, c'est une fonction qui prend plusieurs petits parseurs et qui les combine. Donc ici, un parseur, c'est quelque chose qui prend une string et qui renvoie quelque chose, un CST typiquement ou un AST. Et donc, on va construire le parseur d'un langage complet en combinant des petits parseurs plus simples. Je vous donne un exemple. Parsimon, c'est une librairie JavaScript. Ça existe dans à peu près tous les langages de programmation, cette approche-là. Par exemple, il existe Nom en Rust, que je connais aussi. Yahoo nativement, en ce cas-là, ça existe. L'idée, elle est assez bête. C'est vous avez, par exemple, un parseur de tag ouvrant. Donc là, c'est pour mon petit langage à balise. Parseur de tag fermant, un parseur de texte. Et tout ce que je dis, c'est qu'un langage, c'est un tag ouvrant suivi d'un texte, suivi d'un tag fermant. That's it. Donc, c'est relativement simple. L'avantage, c'est que c'est très maintenable parce que comme on fait des petits parseurs individuels, on peut tous les tester individuellement. Donc, en termes de test unitaire, c'est super. C'est vraiment très efficace pour faire les choses, même se séparer le travail dans une équipe, s'il faut. Et en particulier, si on connaît bien la programmation fonctionnelle, parce que pour ceux qui connaissent un peu ça, le chain, là, ici, c'est un flat map. Attention, je vais dire un gros mot. Et un parseur, ici, est une monade. Vous n'avez pas besoin de savoir ce que c'est, sachez juste que c'est cool. C'est aussi facile à débugger parce qu'un parseur combinateur, ça s'exécute au runtime, donc vous pouvez mettre des points d'arrêt. Vous pouvez mettre un console log. C'est très simple. Vous exécutez votre truc, vous voyez ce qui se passe. Chose que vous ne pourrez pas faire avec la technologie dont je vais vous parler après. Il n'y a pas d'étape de build intermédiaire. C'est ce que je dis, ça s'exécute au runtime. Pourquoi je dis ça? On va en parler juste après, mais les autres technologies plus complexes ont besoin d'étapes de build intermédiaire. Problème ou pas, mais c'est que ici, l'output, ce n'est pas un CST, ce n'est pas un AST, généralement, c'est directement un objet. En fait, vous remarquerez que ici, en fait, mon output, c'est directement c'est du JavaScript, c'est un array avec le tag ouvrant, le texte et le closing. Donc, ça peut être intéressant, ça peut ne pas être intéressant, mais ça veut dire que vous perdez l'information au fur et à mesure du parsing. Les performances sont souvent pas bonnes. Alors, on peut en débattre. Nom en Rust, par exemple, a des très bonnes performances, mais c'est parce que c'est Rust qui a des bonnes raisons à ça. On ne va pas rentrer dans le détail, mais d'une manière générale, les parseurs combinateurs, ce n'est pas des bonnes performances, mais une fois de plus, de mon expérience, on s'en fout. En fait, si c'est pour parser un truc qui fait 50 ou 100 caractères, ce n'est pas très important. Ce n'est pas portable. Vous allez écrire dans un langage de programmation spécifique. Vous le faites en JavaScript avec Parsimon. Vous êtes obligé de le réécrire en PHP si vous en avez besoin en PHP. Donc, la dernière technologie qui résout ces shortcomings, c'est les parseurs générateurs. Là, l'idée, c'est que vous allez écrire votre grammaire. Quand vous voulez parser un langage formel, le langage formel a une grammaire. Donc, vous allez décrire cette grammaire dans un langage spécifique. Donc, le DSL du parseur générateur. Le truc, c'est qu'il n'y a pas de standard. Donc, en plus, chaque parseur générateur a une façon différente d'écrire.
Et le parseur générateur va, comme son nom l'indique, générer un parseur à partir de cette grammaire. Le gros intérêt, c'est qu'il va générer ou en JavaScript, ou en Java, ou en PHP. Vous avez juste écrit la grammaire et lui, il génère le parseur dans tous les langages que vous voulez, à condition que ça soit supporté, mais c'est l'idée. Ça, je pensais avoir. On va passer rapidement parce que je pensais l'avoir enlevé. L'idée, par exemple, ici, ça va être Nearly, c'est un exemple en JavaScript, c'est un exemple de parseur générateur. Vous voyez, ça, en fait, c'est assez proche du parseur générateur sur un parseur combinateur. Sur un exemple simple, je décris ce que c'est un tag ouvrant, je décris ce que c'est qu'un tag fermant. Ça, c'est les espaces, white space. Je décris ce que c'est qu'un texte et puis je dis juste que un open and close tag, c'est un tag ouvrant suivi d'un texte, suivi d'un tag fermant. Et le seul trick ici, c'est que ce qui est après l'accolade %, en fait, c'est du code JavaScript. Alors, si je mets du code JavaScript là-dedans, forcément, je suis lié à ma plateforme JavaScript. Je peux aussi ne pas le mettre. Si je ne le mets pas, je ne suis plus lié à ma plateforme, mais je vais devoir faire plus de manipulations parce que je vais recevoir directement le CST. Donc, ça va m'obliger à écrire un truc qui manipule le CST. Donc là, c'est un équilibre à trouver en fonction de ce que vous faites. L'autre exemple qui est malheureusement le plus connu, mais que moi je trouve probablement un des plus horribles, c'est Antler, qui est la technologie un peu par défaut en Java. Donc, même principe, je définis ce que c'est un tag ouvrant. Bon, un tag ouvrant, c'est une accolade avec… c'est une syntaxe spécifique, ce n'est pas de la regexp, hein, by the way. Je définis un tag fermant, je définis un texte, je définis ce que c'est un espace, et puis je combine tout ça. Et typiquement, là, vous voyez qu'il n'y a pas de Java là-dedans, il n'y a pas de JavaScript, il n'y a pas de code, en fait, c'est juste de la grammaire. Et le problème de ça, c'est que vous allez générer, par exemple, un parseur en Java, vous allez générer un parseur en JavaScript, vous allez générer un parseur en PHP, mais ça va surtout vous générer, c'est ça, une classe visiteur qui va visiter tous les nœuds, donc tous les trucs que vous avez déclarés là, et tout ça, ça va être généré. Et donc, si vous voulez faire quelque chose d'utile avec votre parseur, vous allez devoir override cette classe visiteur. Alors, ceux qui sont très à l'aise avec la programmation orientée objet, vous êtes peut-être à l'aise avec le pattern visiteur. Moi, je suis plus un programmeur fonctionnel, donc je suis moins à l'aise avec ça. Et d'une manière générale, je trouve ça très difficile à maintenir. Donc, les parseurs générateurs, l'avantage, c'est que par contre, comme ça génère un parseur, les performances sont au top. En fait, il y a eu beaucoup d'optimisations qui sont faites, donc vous allez avoir des très bonnes performances au parsing. C'est aussi portable, comme je le disais. Vous générez du JavaScript, du PHP, du Java, whatever. Par contre, la maintenabilité, forcément, vous avez la problématique du pattern visiteur, qui pour moi est infernale. Et il y a une étape de build intermédiaire, parce que vous écrivez votre grammaire, vous générez les parseurs, et après, vous faites votre build. Une side note sur BNF, qui se veut le standard de la description de grammaire, mais donc il y a des variantes à BNF, BNF. Pourquoi j'en parle? C'est parce que si vous lisez des RFC, comment est défini HTTP, par exemple, le cas le plus simple, c'est décrit en ABNF. Donc, c'est bien de les connaître. Des fois, vous pouvez avoir besoin de comprendre une RFC. Ça peut être utile. Le problème, c'est que c'est un standard qui, pour moi, est à la limite de l'inutilisable. Là, j'ai pris un exemple simple, mais comme vous voyez, en fait, on ne peut même pas écrire de caractères dedans. On est obligé d'utiliser les codes Unicode. Et donc, ça rend le truc complètement illisible. Donc, à moins que vous ayez vraiment un besoin, je vous encouragerais à ne pas aller vers là. Par contre, l'intérêt, c'est que certaines technologies, Antler me semble le fait, vous pouvez copier-coller ce qui est défini dans une RFC, mettre dans Antler, générer le parseur, ça marche tout seul. Ça peut être intéressant. Ça, je pense aussi avoir enlevé les slides, donc on va passer rapidement. Juste vous parler de petites fonctionnalités que j'ai trouvées amusantes. Certains parseurs sont capables de générer des diagrammes en rail comme ça. Donc ça, c'est un qui vient de JSON. L'idée, c'est de dire qu'un objet, c'est une accolade ouvrante suivie d'un espace, suivi d'une accolade fermante ou suivi d'un espace, d'une string, d'un espace, d'un deux points, d'une valeur, etc. Vous pouvez générer ce genre de truc, c'est très visuel, ça peut être pas mal si vous voulez communiquer une grammaire sans forcément demander aux gens d'apprendre à lire une grammaire. Parce que, comme je disais, ce n'est pas forcément évident. Certaines technologies ont pas mal d'outillage de debug. Là, Antler, j'ai beau me plaindre, il faut reconnaître que l'outillage de debug est très puissant. Dans les ID, typiquement IntelliJ, il y a plein de choses pour débugger, et comprendre et tester, et vous aider à écrire votre parseur. Parce que sans ça, en fait, ça serait à la limite de l'impossible. Donc, l'ID, c'est ce que je viens de parler. Et une feature que je trouve intéressante, donc ça existe en early, c'est la génération de chaînes valides. C'est-à-dire que vous décrivez une grammaire, à partir de la grammaire, il va vous générer une input string qui est valide pour votre grammaire.
aléatoirement. Ça peut être utile pour les tests. C'est un truc assez fun et ça vous permet peut-être aussi de voir des cas aux limites que vous n'auriez pas pensé. Et typiquement, si vous faites du property-based testing, c'est un super cas d'utilisation. Si vous avez besoin de choisir une technologie de parsing, vous allez probablement faire une recherche sur Google, comme moi je l'ai fait, et vous retrouvez face à ce genre de choses. Est-ce que vous devez utiliser plutôt une LRK ou une LALR1 ? Alors personnellement, moi je trouve qu'on s'en fout. En fait, c'est des trucs qui sont très théoriques, c'est très intéressant d'un point de vue théorique. En pratique, la plupart des technologies vont être capables de parser les langages que vous allez produire. Donc honnêtement, je vous encourage à ne pas vous plonger là-dedans, sauf si le parsing c'est votre passion. N'essayez pas d'aller vers ça. Et bon, là, je vais me répéter, mais c'est important parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont tomber là-dedans. C'est ChatGPT, ce n'est pas un parseur, mais il peut vous aider à écrire le parseur. Parce que comme c'est une activité qui est difficile, typiquement, pour le langage à balises que j'ai précisé, dont je parlais précédemment, je lui ai fourni ce prompt-là. Je lui ai dit d'utiliser Parsimon, donc la librairie en JavaScript qui est du parseur générateur. Et il m'a produit un code qui, au fond, est tout à fait raisonnable. Il y aurait des petits trucs à changer, mais honnêtement, ça fonctionne, etc. Maintenant, ce qu'il faut se rappeler, c'est que, un, c'est un cas simple, et deux, je connais très bien la librairie, donc je suis capable de valider ce qu'il a fait. Le problème, c'est toujours pareil, le problème avec le code écrit par AI comme ça, c'est que vous avez besoin d'un développeur pour valider ce qui a été fait, et comme les parseurs, c'est des technologies qui sont complexes, assurez-vous de connaître la technologie avant de vous amuser à utiliser de l'AI pour les générer. Une fois que vous connaissez la technologie, allez-y, ce n'est pas un problème. Mais sinon, vous risquez de générer des choses qui ne vont pas faire ce que vous voulez. Bon, en conclusion, est-ce que dans vos projets, vous avez besoin d'un parseur ? En fait, le cas typique que moi j'ai vu plein de fois, c'est dans votre code, vous avez un gros fichier où il y a 10 000 regex qui font chacune 5 lignes. Personne ne sait plus quoi faire avec. Peut-être que là, il est temps d'utiliser une technologie de parsing. Ça peut être intéressant. Ça peut simplifier pas mal le code, en fait. Ou typiquement, c'était mon cas sur les formules à l'Excel, c'est vous avez un input au format texte et vous voulez en faire quelque chose et vous ne voulez pas juste faire des splits. Parce que les splits, généralement, ça va marcher on va dire, le premier mois. Et puis, en fait, petit à petit, ça va rajouter des features et ça va être de plus en plus compliqué. Et en fait, il y a toujours un moment où ça vaut le coup d'arrêter de faire des splits et des regex et de revenir à un parseur parce que ça va simplifier le code, en fait. Par contre, une fois qu'on a fait ça, alors moi, mon conseil principal, et c'est vraiment mon expérience, des technologies, il y en a plein. Si vous avez besoin d'en choisir une, testez-les. Et testez-les pour de vrai, c'est-à-dire faites pas genre je lis la doc et je fais un test de 30 minutes. Accordez-vous, je dirais, au moins une journée par techno pour faire un vrai test. Donc, vous en choisissez 3-4 avec l'équipe, votre équipe, vous en testez 3-4, une journée chacun, et vous comparez les résultats. Parce que si vous vous contentez de lire la doc, en fait, il y a plein de trucs qui ont l'air super, et puis en fait, quand vous allez mettre les mains dedans, ça va être pas super du tout. Mon opinion, si votre langage est simple, si les performances, ce n'est pas très important, allez vers le parseur combinateur. C'est pas performant, mais c'est le plus simple à tester, c'est le plus simple à maintenir. Moi, c'est ma solution préférée de très loin. Si c'est moins simple et que les perfs sont importantes, le parseur générateur, c'est une bonne solution parce que ça va être portable et qu'au moins, les gens pourront intervenir sur la grammaire sans avoir à intervenir dans le code lui-même. Mais le plus important, et si en fait, à la limite, si vous devez retenir une chose de tout ce que je viens de dire, c'est si vous devez faire du parsing, le plus important, c'est la maintenabilité. Investissez là-dessus, vraiment, 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 parce que sinon, dans 6 mois, vous comprendrez plus ce que vous avez écrit. Et c'est contrariant quand votre PO vous demande comment je fais pour supporter le produit maintenant que je suis capable de supporter l'addition et que vous répondez il va me falloir 3 semaines pour coder une multiplication. Ce n'est pas vraiment ce qu'on veut entendre. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Pour les questions, pardon. Allez-y, vous pouvez applaudir d'abord. Pour les questions, on va vous faire passer un micro, histoire que ceux qui sont sur Twitch peuvent aussi entendre les questions. Et sur Twitch, n'hésitez absolument pas à poser vos questions. Nous les transmettrons en direct ici, sur place. Est-ce qu'il y a donc des questions? Ça n'a pas l'air. Il y a 0 question sur place. Nous laissons un petit peu de temps aux gens sur Twitch de poser leurs questions.
Alors, moi, j'en ai quand même une pour la salle par curiosité. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont des cas d'utilisation de parseurs, qui en ont déjà dans leur code ou, on a le goal. En fait, je vous en ai montré déjà 3 dans la présentation. Il y a la formule à la Excel, je l'ai eu 2 fois. Vraiment, on m'a demandé, il faut écrire somme de une colonne plus une colonne sur de la donnée et il faut renvoyer un résultat. Donc ça, c'est vraiment la formule de spreadsheet. Ça m'est arrivé 2 fois. Le langage à balise, peut-être que tu veux que je répète la question. Non, c'était juste pour donner un exemple, moi aussi, de. Il y avait celui-là et je peux peut-être vous montrer. Vas-y, je peux donner un exemple le temps que je le cherche. En fait, c'était similaire au spreadsheet. C'était dans le cadre des impôts pour tout ce qui était déclaration en fait, d'impôts en Côte d'Ivoire. On avait eu besoin de développer justement des calculs, en fait, des formules et des choses comme ça pour simplifier la saisie. En fait. Là, je donne un exemple qui va être un peu plus obscur. Pour ceux qui connaissent l'héraldique, en fait, il y a une façon de décrire un bouclier en héraldique qui en réalité est une grammaire qui est à la limite de la grammaire formelle. En fait, là alors c'est tout petit, mais là, la phrase, je ne sais même pas comment la prononcer parce que ce n'est pas vraiment de l'anglais, en fait, décrit très exactement ça. Et donc, le sous-entendu, c'est que je peux parser ce truc-là. Et donc, j'ai utilisé un parseur pour faire ça. Et par exemple, si je fais ça, hop, il comprend mon texte et il me le change. Voilà, c'est juste pour dire qu'en fait, effectivement, il y a des cas très langage formel, mais là, c'est le cas où on est presque plus sur du langage formel, on est presque à du langage naturel, mais c'est suffisamment formel pour qu'on puisse faire ça. Donc, il existe des cas aux limites, en fait. Et ça, c'était juste un projet pour m'amuser, hein, by the way. Il n'y a aucun client qui veut payer pour ça. Et, voilà. Pas d'autres questions? Merci beaucoup pour la présentation. C'était vraiment très intéressant. Et merci à tous ceux qui ont été présents sur Twitch malgré le petit incident technique. Merci. Au revoir.